Une production du Studio SF. Il y a beaucoup de gens dans le monde économique des médias ou ailleurs qui vivent une forme d'oppression qu'ils acceptent à cause de l'argent. Je n'ai pas ce besoin-là. Je peux exister ailleurs. Je vais toujours avoir 3 sources de revenus. Pour ne pas A, concentrer mon risque, B, pour avoir une capacité de dire non au tiers pour avoir 1-2 tiers ailleurs, et C aussi pour avoir une certaine liberté. Dans le contexte où on est, ce qui compte, c'est est-ce que tu apportes de la valeur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à payer pour ce que tu fais? Je l'ai peut-être déjà compté, je travaillais dans une usine de pneus, puis je me souviens très bien du moment, j'étais en train de trier des pneus, puis j'ai dit, peu importe ce que tu vas faire de ta vie, rappelle-toi ce moment-là. Cam, cette année, avec ma nouvelle entreprise Recess, je dois organiser mon premier party de Noël, mes premières activités d'équipe. Donc là, je me suis dit, toi que donc ben de l'expérience, as-tu des conseils pour moi? Oui, le Ripple Cove à Islip. Je sais pas s'il a pensé. C'est quand même à 90 minutes de Montréal. C'est pas trop loin pour ton équipe. C'est un hôtel 5 étoiles. On pourrait louer un genre de minibus pour se rendre. Ben, tellement. Je suis sûre qu'ils pourraient l'organiser avec leur offre corpo. Vraiment. Ils sont spécialisés dans les événements corporatifs et ils peuvent faire vraiment du sur-mesure. Donc, tu les appelles avec ton idée. Ensuite, eux vont s'occuper de tout organiser pour toi. C'est vraiment pour ça qu'il faut que tu les choisisses. Genre le transport en minibus. Genre le transport en minibus. Genre toutes les activités, les folies, l'hébergement, la gastronomie. Surtout la gastronomie. C'est bon? Oui, c'est délicieux. Les brunchs sont incroyables. Je dois y aller en plus, c'est assez proche de chez moi parce que j'habite dans ce coin-là. C'est à Islip. Exactement. Sur le Massawifi. Bon, super. Ben, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez visiter le lien en description ou le ripplecove.com. Pierre-Yves McSween, bienvenue au Startup Podcast pour une deuxième fois. Oui, où sont vos notes? On n'a pas de notes aujourd'hui. Hey, on a évolué dans notre animation. Okay. On y va plus avec des angles aujourd'hui. Allez-y. Et là, on aimerait savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta dernière année et demie parce que tu es partout présentement. On dirait que tu as 1000 projets en même temps. C'est vrai. Et on veut plonger là-dedans. Présentement, là, à l'heure actuelle, c'est dans quel projet tu es impliqué? OK. Si on veut plonger, comme chez USS, là, un plan. Oui, c'est ça. Si on veut plonger, disons que je fais de la radio Radio-Canada tous les matins. J'ai quelques chroniques, disons, répétitives à Ottawa et Québec. Donc, c'est le même format. Et j'ai fait la balado... le podcast? Scandale financier. Non, ça, c'est fini, ça. C'est ça. Il y a une césure. Donc, je fais le balado Scandale financier à Radio-Canada où est-ce qu'on revient sur les grands scandales du Québec au niveau économique. Donc là, on a fait Norbo. Ça marche très bien. Donc, je suis très content du projet. Je suis en train de l'écouter avec ma mère. Ben, t'écoutes ça, mais tu te dis, ah mon Dieu, il fait ça, mais ça, c'est fini. Fait que quand tu parles d'exposition, c'est parce que ça, c'est un projet que j'ai fait pendant des mois, mais qui vient de sortir. Après ça, j'ai fait un documentaire avec Luc Poirier pour comprendre comment il avait fait fortune. Ça aussi, c'est en ligne que les gens le regardent, mais c'est fini de tourner. Je fais une émission de télé, ça c'est vrai, j'ai les 2 mains dedans. Là. Ça s'appelle McSween, c'est à Télé-Québec. Donc, on tombe un peu plus dans l'univers Internet puis de la réalité d'aujourd'hui pour faire le pont entre la télé puis l'ère moderne des podcasts et tout. Et donc, je fais ça chaque semaine. Et qu'est-ce que je fais d'autre? J'en ai d'écrire un autre livre dont je vais taire le titre parce qu'il faut que je le fasse avant de le publier. Oh. Et c'est ça, beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup de choses. Il y a plein de choses que j'oublie, là, mais oui, puis je dis non à beaucoup d'affaires. Ah, c'est clair. Il y a même quelqu'un qui m'a proposé. Je fais des conférences aussi, mais que c'est pas public. Là, je les fais selon une commande. Mais il y a des gens qui m'approchent aussi pour faire des spectacles. Juste calmez-vous, là. Pierre-Yves l'humoriste. Ça devrait quand même être bon, là. Oui, mais ça serait... Un jour, ça va venir. Ça serait un format, disons, conférence financière humoristique, là, genre. Pas de suite. C'est sûr qu'on vient. Plus tard. Un projet futur. Mais la dernière fois qu'on t'a reçu, il y a presque... pas mal 2 ans, à peu près. Ouais. Tu vivais quand même un point tournant dans ta vie, là, tu sais. C'était pas tout de suite. Ah non? Il arrive, il a remis les pendules à l'heure. J'étais comme, pourquoi on n'en a pas parlé dans l'épisode? C'est parce que c'était pas arrivé encore. C'est arrivé quelques mois plus tard. Vous voulez dire que j'ai changé de numéro de chaîne. Je passais du 98.5 au 95,1. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Fait que quand je vous ai vu, c'était pas fait. OK, ben c'est ça, je pense aussi. Mais bref, ça, c'est un autre dossier parce que pour ceux qui écoutent mais qui n'ont pas écouté, il y a 2 ans, on a reçu Pierre-Yves. On l'a dit au début, c'est la partie 2, donc vous pouvez aller écouter ça. Mais bref, quelques mois après qu'on t'ait reçu, tu as quand même vécu un tournant dans ta carrière. Es-tu à l'aise de nous en parler un peu? Puis ça a été quoi la suite des choses à ce moment-là? OK, bon. Là, comment je peux vous dire ça? Faut que je fasse attention parce que là, ici, c'est Hollywood PQ qui part puis les sites à clickbait. Même pas, pour vrai. Des fois, ils prennent des extraits. Non, mais tu sais, des fois... En somme, j'ai fini mon contrat avec le 98.5 de façon prématurée au mois de juillet 2024.
Pour des raisons encore nébuleuses, puis là, je veux pas me plaindre, là, ça va encore venir. Les gens me posent des questions, je réponds. Là. Mais disons qu'on en est rendu à un niveau où est-ce que moi, j'avais un contrat, puis il y a des conditions là-dedans qui étaient plus ou moins respectées selon ce que j'avais signé. Puis je recommence. Les conditions étaient plus ou moins respectées, puis on en est venu à une entente mutuelle que j'allais m'en aller. Alors, moi, j'ai la chance, puis je l'ai souvent dit avec Liberté 45, j'ai la chance de dire non. Et donc, à ce moment-là, j'ai dit, voici ma ligne. Si vous décidez de la traverser, il n'y a pas de problème, mais il y a un contrat, on va le respecter. Et ma ligne a été traversée. Puis, avec tout ce qui s'est passé depuis ce temps-là, je sors gagnant de cette affaire-là. Alors, je suis quand même satisfait parce que ça a été une bonne décision de ma part de tracer ma ligne. Donc, tu sais, il y a beaucoup de gens dans le monde économique des médias ou ailleurs qui vivent une forme d'oppression qu'ils acceptent à cause de l'argent. Parce qu'ils ont des obligations familiales, parce qu'ils veulent rester, qu'ils veulent avoir un micro, qu'ils veulent exister. Je n'ai pas ce besoin-là. Je peux exister ailleurs. Je suis CPA de formation. Je peux travailler d'un matin dans un domaine. Donc, il y a des choses que je ne tolère pas dans des entreprises autant cotées en bourse que les PME. Et si ces choses-là arrivent, ben moi, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Vous prenez quelqu'un d'autre, puis bye-bye. Là. Donc, il y a des façons je parle beaucoup en parabole. Non, mais c'est bien. Puis on n'est pas là de toute façon, comme tu dis, pour faire... pour rentrer dans les détails. Faut pas recommencer encore. Disons que Radio-Canada est très contente comme institution que j'ai été libéré sans compensation. Pas sans compensation, en fait, que j'ai été libéré. Parce que dans le fond, c'est comme tu donnes à ton concurrent quelque chose, puis tu n'as même pas besoin de te battre pour parce que c'est libéré sur le marché. Donc, je pensais avoir une période de repos que je n'ai pas eue. C'était ça notre question, en fait, le après. Parce que quand ça arrive, ça, tu te retrouvais devant rien, entre guillemets. Oui, puis non. J'avais une émission de télé à Télé-Québec, je suis CPA, je fais des conférences, j'écris des livres, je peux prendre des contrats. C'est ça. Tu sais, je suis une personne qui fonctionne selon la théorie du tripode. Et je vous explique ça, c'est... Une nouvelle on théorie. est prête. Non, mais une théorie du tripode, c'est toujours avoir le pied ou le doigt dans 3 affaires en même temps au niveau professionnel. C'est-à-dire que si tu me rencontres une année, je vais toujours avoir 3 sources de revenus. De mon côté, travail autonome, pour ne pas A, concentrer mon risque, B, pour avoir une capacité de dire non au tiers, pour avoir 1-2 tiers ailleurs, et C aussi pour avoir une certaine liberté. Et donc, ça a un prix, ça demande un prix sacrifice personnel parce qu'on travaille beaucoup, mais de l'autre côté, ça nous amène une possibilité de dire « Ah oui, ça fonctionne pas de problème, je me rabats sur ça puis ça, donc j'ai pas besoin d'attendre la fin d'un projet pour en partir un autre, il y en a toujours un après l'autre. » Alors, en finance, ou plutôt en gestion des opérations de la production, on appelle ça un diagramme de Gantt. Tu sais, je finis tel projet, j'en commence un autre, puis on voit Mais moi, j'ai toujours des 4-5 projets en même temps dans ma tête, j'en développe tout le temps. Et donc, quand il y en a un qui finit, il y en a déjà un autre qui est prêt à partir, ou il y en a déjà un autre en branle. Donc, je n'ai pas cette peur-là que j'avais à 20 ans de ne pas travailler. Et plus on vieillit, plus notre actif grossit. Donc, moi, on a peur de perdre son emploi, techniquement, parce qu'on a des réserves en cas de problème. Ça s'appelle un REER, hein, c'est merveilleux. Tu sais, des fois, les gens ils disent « Ah, le REER, c'est bon pour la retraite. » Non, si tu perds ton emploi au 1er janvier, puis tu n'as pas de revenus, là, si tu sors 30 000 de ton REER, puis c'est sur ça que tu vis toute l'année, bien, c'est ton impôt va être très faible, puis tu vas, oui, gaspiller une partie de retraite. Mais tu as une assurance chômage qui est de ton propre fonds. Très intéressant. Vraiment. D'abord, je dirais que la théorie du tripode, on la met dans notre poche. Ouais. C'est une vous êtes déjà là, vous autres? Podcast, carrière portfolio. Nous, on appelait ça depuis quelques mois la carrière portfolio après avoir reçu Lucie Rion, Cindy Cournoyer au printemps qui nous ont parlé de eux, ils appellent ça la carrière portfolio. Okay. Mais j'aime bien la théorie du tripode. Oui. Ben, ça 3, ça fait beaucoup parce que c'est plus raisonnable. Portfolio, mais, ça déborde. Regardez ça. Si vous êtes sur une seule patte, vous êtes toujours en déséquilibre. Si vous êtes sur 2 pattes, vous êtes stable. Mais si quelqu'un vous pousse, vous tombez. Si vous êtes sur 3 pattes, là, essayez de déplacer un tripode, c'est ça. Mais clairement, c'est ce qu'on incarne. Mais on dirait que depuis qu'on avait parlé de cette théorie-là, qu'il soit tripode ou carrière portfolio, moi, j'avais eu un peu des feedbacks de gens qui disaient « Hey, là, la carrière portfolio, beaucoup. Tu dilues, tu sais, c'est beaucoup, c'est trop. » Fait que... Attends, il faut qu'il y ait une cohérence. Mais c'est ça. Regarde, moi, c'est toujours sur le même sujet. Là. Je suis pas en train de dire que je veux devenir chroniqueur culturel ou mode de vie. Je suis CPA, je fais des conférences, des livres, des émissions de télé, des émissions de radio, des podcasts sur le même sujet. Donc, c'est la cohérence, c'est juste le canal qui diffère. Tu sais. On m'a demandé d'écrire à un moment donné, j'ai plus le temps. Mais je pourrais aussi écrire des textes, mais ça paye plus. Les médias ne payent plus pour ça, fait que je vais pas faire ça. Je comprends. Quand, justement, tu as vécu ce moment-là de quitter là où tu étais, finalement, est-ce que tu vivais un vertige ou non parce que tu avais ta théorie du tripode en jeu, puis...
En fait, c'est plus qu'à ce moment-là, dans le fond, tu sais, on est à 45 ans, de un moment donné, tu deviens rationnel. Tu te dis, ben oui, mais c'est plate à dire. C'est là que ça se passe, à 45 Non, mais parce que c'est plate. La confiance en toi, tu l'as. Les limites, tu les connais. Puis de dire, est-ce que j'ai raison ou j'ai tort dans cette situation-là? Tu es capable de rationaliser, de dire, j'ai raison dans la situation qui m'arrive. Il y a un contexte que je n'accepte pas et que j'ai la possibilité de ne pas accepter. Et donc, je peux respecter. Moi, je respecte mon contrat. Si vous ne le respectez pas, on met fin au contrat et c'est fini. Là. Donc, j'avais ce pouvoir-là que je n'avais pas à 22 ans. Quand tu as 22 ans, tu gagnes 38 000 par année puis que ton loyer, il faut qu'il soit payé, tu n'y arriveras pas. Tu penses à ça. Mais dans ce contexte-là, moi, je suis toujours prêt à quitter les médias puis de retourner en entreprise ou de fonder quelque chose ou de partir un projet. Je n'ai pas ce besoin viscéral d'être devant un micro et une caméra. J'adore ça. Mais ce n'est pas un besoin qui définit ma vie. Je sais que c'est inventé, ce monde-là. C'est intéressant parce que... Très intéressant ce que tu dis parce qu'en ce moment, c'est quand même beaucoup sur ça que tu surfes, là, tu sais, comme l'univers du média. Donc, dans le fond, médias, tu te sens... les types. Je vais mettre les mots dans ta bouche, fait que corrige-moi si je me trompe, mais dans le fond, tu sens que tu t'amuses, tu as du plaisir, mais que si ça s'en va, t'es pas dérangé, donc tu sens c'est pas vrai qu'il faut déranger parce que j'ai réussi à monter un modèle d'affaires qui donne des bons revenus avec des coûts personnels relativement contrôlés. Donc, je connais une marge brute annuelle, comme un peu au centre de coiffeur. Tu dis, OK, je rénale tel type de revenu, telle marge. Tu sais, je suis confortable dans cette marge-là. Je travaille beaucoup trop, donc je pourrais travailler moins. Ça, c'est peut-être un objectif que j'aurai dans les prochaines années. Mais que si tout ça s'effondre, tant pis. Mais l'avantage que j'avais quand on parlait du tripode, c'est que j'étais encore sur deux pattes. Puis j'ai des pattes qui traînent en arrière que je n'utilise pas, qui sont des béquilles que je pourrais utiliser. Donc, si jamais j'étais pas devant ça, je paniquerais plus. Moi, j'ai des enfants à faire vivre, j'ai une maison. Il faut que je subvienne aux besoins de ma famille. Mais cette situation-là ne me rendait pas inquiet à ce niveau-là. Mais est-ce que je me suis dit l'année passée, ça peut être la fin de la radio? Ben oui, mais c'était pas grave. Mais le téléphone a sonné en 6 minutes. Ça n'a même pas pris. Ça a été instantané. Donc, j'ai dit, OK. J'ai fait 2-3 rencontres, puis on est reparti. Tu croyais avoir une pause que tu n'as pas eue. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce coup de téléphone en 7 secondes? Ben, c'est parce que des fois, quand tu mets un terme à un contrat de radio à la fin de l'été ou au milieu de l'été, les horaires sont faits pour l'automne puis l'hiver. C'est des choses qui sont décidées avant. Donc, je m'attendais peut-être... Moi, je m'étais dit, OK, pendant la prochaine année, je m'occupe de mes autres pattes de tripode parce que ça se peut que ce soit plus tard, que je revienne ou que si j'ai une occasion, je partis mon podcast moi-même. Puis bon, il y a plein d'autres affaires parallèles qui ça donne des occasions. Mais ce qu'il faut comprendre, puis les gens qui travaillent dans les médias présentement, là, personne ne s'inquiète personnellement de ta vie, puis c'est normal. Donc, il faut toujours être prêt à être jeté comme une vieille chaussette. Peu importe votre statut, peu importe vos revenus, peu importe si vous êtes payant. Dans la vie, il suffit qu'il y ait un boss, 2 boss, une personne toxique dans une organisation, peu importe. Là. Puis là, je parle pas de ce cas-là précisément, je parle en général. C'est bien important de le préciser. Mais si des mauvaises personnes sont dans des postes décisifs puis ils prennent de mauvaises décisions, ça va influencer l'organisation. Je vous donne l'exemple de Donald Trump, c'est un très bon exemple. Mettez un président américain différent, l'Amérique va différemment présentement. Donc, on ne contrôle pas ces enjeux-là. Alors, moi, je suis très content aujourd'hui parce que je suis à une meilleure place que j'étais. C'est-à-dire que je me sens en meilleure position que j'étais. Et mon environnement de travail est sain. Les gens sont gentils. Les gens sont constructifs. Les gens veulent avancer. On regarde l'avenir avec positivisme au lieu de vivre le négatif de certaines personnes. Donc, moi, je trouve que présentement, je suis vraiment chanceux. Tu sais, des fois, tu te dis, les clichés de nos parents vont nous dire, c'était un mal pour un bien. Ça, c'est un vrai bien. Fait que moi, je revis tout ça, puis je me dis, est-ce que je ferais quelque chose de différent? La réponse, c'est non. Je restais tout comme ça. Ben, c'est cool. Je suis quand même chanceux. C'est de la grande chance. OK, on va le dire, je pense là. pas que c'est de la chance, moi. Oui, il y a de la chance. Il y a un contexte, c'est-à-dire que j'ai été chanceux. Mais tu l'as mis en place pendant des années. Oui, mais ça, en même temps, du Startup Podcast, c'est un bon exemple. Dans 5 ans, tu vas peut-être me dire, hey, on était chanceuse, on a de la visibilité, on a fait ci, on a fait ça. Oui, mais je vais te ramener au début. Tu as travaillé pour, mais il y a du contexte. Donc, il y a une partie chance qu'il faut toujours accepter, puis il y a une partie effort personnel. Mais il y a des gens qui font plein d'efforts personnels, puis il n'y a rien qui arrive. Puis il y a des gens qui font rien, puis ils ont juste de la chance. Le monde est injuste. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais on est bien heureuse d'entendre que pour toi, tu es satisfait de la position dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui. Puis, on est curieuse de savoir parce que là, maintenant, pas maintenant, on voit Pierre-Yves McSween dans les médias, que ce soit par les chroniques, la radio, les podcasts, les livres. Comment ça se passe
au-delà de toi? Est-ce que c'est comme la même équipe qui te suit pour tous ces projets-là? Ou c'est une équipe différente à chaque fois? Est-ce que c'est tes idées ou c'est eux qui les apportent ou c'est des brainstorms? Comment ça marche? On veut comprendre le processus créatif. Vous allez voir que c'est vraiment simple. On y va. À la radio, disons, les chroniques, ça, je suis tout seul chez moi. Puis c'est ça qui se passe. Point. Okay. Point final. Fait que Pierre-Yves McSween Inc. et Pierre-Yves McSween sont un seul. Le podcast à Radio-Canada que j'ai fait sur le scandale financier, bien là, j'avais 2 personnes qui m'aidaient. En fait, qui m'aidaient. C'est un euphémisme m'aider. Nicolas Arguindé, lui, il faisait toute la recherche, il a travaillé super fort, il s'est tapé des heures et des heures et des heures d'analyse pour pondre un scénario avec Philippe Marois, qui est le réalisateur. Et moi, j'arrivais comme narrateur avec ma connaissance du milieu, avec mes questions, mes réponses. Mais c'est un travail à 3, puis sans eux, ça n'existe pas. T'sais, le travail que j'ai besoin pour faire ce podcast-là est beaucoup trop gros pour ma capacité de travail. Donc, on m'a amené un projet motivant avec une équipe motivée et performante. Ça, c'est du bonbon. Ça, c'est du cadeau. Ça, c'est comme un dessert dans une carrière, même si c'est un petit projet limité. Ça, c'est vraiment t'as de l'aide d'une équipe, non seulement. C'est plus l'équipe à Pierre-Yves que Pierre-Yves, dans le sens que ce que je veux dire, c'est que c'est eux autres qui sont hâte là-dedans. Il faut que je leur dise, là, je leur dis tout le temps, mais ils arrêtent de le dire, mais je vais le dire encore. Ça, c'est fou. Avoir des ressources comme ça, j'ai vraiment aimé ça. C'est de type, on va avoir une partie 2. Oui, on va avoir une partie 2, ça, c'est sûr. En tout cas, j'aimerais ça. On est déjà là-dessus. Après ça, la télé à Télé-Québec, mais ça, c'est une équipe de télé, là. Des réalisateurs, des recherchistes, il y a des coordos, il y a des caméramans, des preneurs de son. Donc, il y a du monde derrière ça. C'est comme vous autres ici, les Startup Podcast, mais il y a Studio SF derrière, OK? Mais mettez ça, mais avec une équipe de pré-prod aussi. Mais au niveau des idées, c'est là que mon ami Paul-Antoine Jeté embarque beaucoup. C'est qu'on est comme un check and balance. J'écris des parties, il me révise, il écrit une partie, je le révise. Donc, on est vraiment au niveau de la rédaction, des affaires techniques, nous deux. On parle au niveau des livres, pas des émissions. Non, des émissions de télé. Okay. Lui, il est là-dedans. L'indice McSween, l'enquête McSween, Paul-Antoine a toujours été là. Okay. Donc, il était mon ami, que j'avais besoin, moi, de quelqu'un pour dire, moi, je vais écrire des affaires, là, mais ça me prend un autre CPA qui comprend ce que je dis pour voir les angles morts. Fait que c'était ça au départ. Puis là, son rôle, c'est bonifié que les années. Et là, on est vraiment une équipe de 2 de dire Laurel et Hardy. Là, j'exagère, mais c'est une référence un peu trop vieille, là, Tom and Jerry, peu importe. Mais en somme, on est ensemble là-dedans. Et avec lui, en plus, il est chroniqueur le vendredi à Radio-Canada. Donc là, on partage même le même micro, mais à des jours différents. Et les livres, après ça, moi, je suis comme le gars qui faisait des livres. Tu sais, j'écris des livres, mais lui a toujours été là pour me rassurer, pour reviser des affaires. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, c'est parce que là, j'aimerais ça que ton nom soit dessus, parce que dans le fond, oui, c'est mon livre, oui, je l'ai écrit, mais toi, tu l'as revisé tellement que finalement, il y a toi là-dedans. Puis quand on est arrivé à Facture amoureuse, j'ai écrit des bouts, tout ça. Fait que là, il est devenu comme co-auteur des livres. Et dans le fond, donc, nos forces, c'est. Moi, je suis très, très créatif. Et lui, il prend le pas de recul. Et c'est là qu'on se complète super bien dans nos rôles. Là, puis on se challenge pas là-dessus. Donc, c'est le fun. On a du plaisir ensemble. Puis quand tu es un ami depuis une vingtaine d'années, puis que sur un projet professionnel, tu t'es jamais chicané, pogné, obstiné, ça, c'est vraiment très magique. Là. C'est une autre chance. Oui, vraiment. Ouais, lui, c'est ça, dans le fond, son emploi à temps plein? Non, lui, il est prof, il est CPA aussi. Il fait ça aussi. Okay. Donc, peut-être que comme toi, là, il tripote. Oui, il tripote, mais peut-être que lui, moins, parce qu'il a une vraie job, là, puis que dans le sens que lui, ça, c'est son premier emploi, puis le soir et les fins de semaine, il en fait. Mais ce que je dirais, c'est que peut-être que s'il nous écoute présentement, il se dit, ouais, à cause de Pierre-Yves, des fois, je prendrais un petit break, mais là, comme je suis en roue, je continue avec lui. Mais je pense qu'on se suit et on se conseille là-dedans. Là. Cette roue-là continuelle avec peu de breaks, là, même pour toi, tu l'as dit tantôt, un objectif futur serait peut-être de travailler un peu moins. Concrètement, ça ressemble à quoi ton quotidien en ce moment, tes heures de travail? Pour te donner une idée, le lundi, je me lève à 4 h du matin, je m'en vais à la station vers 5 h moins quart, je suis à Radio-Canada, prépare la chronique, fais la chronique. Après ça, tombe à RDI, où est-ce que je reprends le sujet, puis on le fait devant la caméra pour une autre émission. Après ça, j'ai 3 heures de rencontre ou d'analyse ou de travail sur la télévision. À midi, je termine, je prends un petit break de manger 15 minutes, puis là, je prépare ma chronique du soir à Radio-Canada, qui va être après ça à Québec, répétée 15-20 minutes plus tard, et qui, après ça, j'enregistre l'émission du samedi matin, parce que là, je t'ai pas encore parlé de ça, parce qu'on a parlé projet. J'ai aussi Sauve qui peut. Oui. Qui est une émission le samedi,
mais des fois, c'est préenregistré. Des fois, c'est live. Alors, le point, c'est que ça, c'était la plus grosse journée de la semaine. Et Paul-Antoine est encore là, Sauf qu'il peut, il est chroniqueur, puis avec moi, il trouve des sujets, mais il y a toute l'équipe de recherche derrière aussi, qui est Esther Pilon et autres, avec Lambert ces temps-ci. Donc, tu sais, il y a ça aussi. Là. Puis il y a un réalisateur, donc une réalisatrice, dépendant des moments. Donc, imagine, j'ai oublié de te parler de mon dernier projet qui est comme le plus gros pour l'instant. Donc, tu vois, c'est ça, il y en a trop. Fait que pour ralentir, c'est que tout ça, c'est à partir du moment où en 2024, j'ai terminé avec l'autre poste, les affaires se sont enchaînées et j'avais un beau diagramme de Gantt où tout s'enchaînait. Mais finalement, il y a des projets qui ont retardé. Puis là, j'ai eu un goulot d'étranglement qu'on appelle en gestion. Tu as sûrement vu ça souvent dans tes cours. Goulot d'étranglement. Puis là, mon goulot d'étranglement se termine le 18-19 octobre. Alors, je regarde le 18-19 octobre comme la ligne d'arrivée d'un marathon pour me permettre de ressouffler un peu. Parce que pour l'instant, c'est trop. Là. Je vais tourner aussi, mettons, l'émission de télévision tous les jeudis, vendredis, avec tout ça. Là. Fait que c'est... C'est un quotidien hyper chargé. Oui, mais... Tu soutiens... Depuis un an. Oui, mais quand tu as déjà travaillé en usine, puis tu as déjà travaillé dans une firme comptable, tu prends tous tes commentaires négatifs, toute ta fatigue, puis tu la mets dans un tiroir en disant « N'oublie pas cette époque-là. » Tu sais, je me souviens quand je l'étais déjà compté, je travaillais dans une usine de pneus, puis je me souviens très bien du moment, j'étais en train de trier des pneus, puis j'ai dit « Peu importe ce que tu vas faire de ta vie, rappelle-toi ce moment-là. Prends l'air, là, sans le caoutchouc, regarde la vie des gens autour de toi, puis dis-toi que ça finance la chance que tu es en train de te payer de ne pas vivre ça pendant 35 ans. » Alors, ça, c'est resté. Donc, chaque fois que quelqu'un se plaint à l'air climatisé à côté de moi, je dis « T'as rien vu. » Moi, j'ai vu des hommes puis des femmes travailler dans une usine 12 heures par jour, 16 heures par jour, et dire « Ma famille est en train d'exister pendant que moi, je loue ma vie à l'usine jusqu'à temps que je meure. Ou que j'atteigne ma retraite, puis je suis en train de passer à côté de ma vie. » Parce qu'il n'y en a pas de break, puis de dîner, puis de déjeuner avec des amis quand tu es en usine. Il n'y en a pas de « je vais prendre une demi-journée de congé, je vais aller magasiner ». Il n'y en a pas de « ah, je vais rentrer tôt pour aller souper avec des amis, puis à 5 heures, je vais faire un 5 à 7 ». Non, tu es là de 8 heures à 8 heures, de 5 heures à 5 heures, de nuit, de jour, de rotation, de soir. C'est pas la même vie. Là. Ça fait combien de temps? Ça fait longtemps. J'ai fait ça en 98, 99, 2000, tu sais, avant que tu existes. Ça va vite, hein? C'est vraiment intéressant, par exemple, de voir que ce moment-là qui date... Oui, il date beaucoup. C'est encore un point de repère pour te rappeler la chance que tu as d'être où tu es, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent qui commencent leur carrière dans des emplois très différents de là où ils sont aujourd'hui. Puis des fois, ils perdent de vue, là, finalement, ce début-là. C'est facile à oublier, mais quand vraiment, ça a été marquant dans ta vie, c'était très marquant ces 3 années-là, comme dans la firme comptable par la suite, chez Ernst & Young, on travaillait fort là, pour nos dollars, et parce qu'on commençait dans la vie. Fait qu'aujourd'hui, quand je gagne bien ma vie, je compare toujours à cette époque-là, puis je me dis... Tout ça a servi à financer ça. Donc, tu sais, des fois, les jeunes de 20-25 ans regardent le monde de 45-50 puis disent « Hey, vous êtes chanceux, vous autres, à votre époque. » Non. C'est juste qu'on est rendu dans une autre phase de la vie où est-ce que c'est le résultat de tout ce travail-là. Il y en a que ça fonctionne mieux que d'autres, mais il faut arrêter de se comparer à 25 ans, quelqu'un de 45-50, puis se dire qu'ils sont chanceux. Non, ils ne sont pas chanceux. J'ai 20 ans de moins que toi à vivre. Moi, je les ai vécus ces années-là. Fait que toi, tu es rendu ailleurs dans ton cycle de finances. Donc, tu vas me rattraper un jour, puis moi, je vais être mort. C'est ça la vie, tu sais. Est-ce que tu penses que c'est propre à ton domaine parce que justement, tu parles d'argent à tes CPA, que tu réalises la valeur de tes heures versus quelqu'un qui travaillerait dans un autre domaine complètement, qui aurait vécu les mêmes années en usine, mais qui n'aurait pas cette conscience-là de la valeur de l'argent? C'est plus la valeur du temps. Plus tu vieillis, moins il te reste de temps, plus tu paniques, plus tu sais, les midlife crisis, ça n'arrive pas pour rien. Les gens disent « Qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? Qu'est-ce qui arrivera de mon temps? » Et donc, non, c'est plus que quand tu te fixes à un moment donné un seuil minimum de dire si je travaille en bas de ce salaire horaire-là, je le fais pas. Puis tu mets ta ligne, puis tu dis garde, moi c'est ça. Puis c'est pas grave si jamais je perds des contrats ou si j'ai plus de contrats, est-ce que je suis prêt à accepter le fait que j'ai tracé la ligne? Puis je parle pas de la ligne de tantôt, là, c'est une autre ligne, c'est la ligne de dire mon prix minimum, c'est quoi. Donc, c'est plus que tu es capable de dire ma liberté vaut quelque chose maintenant, puis quand tu es rendu à des taux marginaux d'impôts élevés, tu te dis est-ce que je vais aller faire ce 5 heures-là de plus par semaine pour ça de l'heure, moins 53,31 d'impôts? La réponse, c'est non. C'est ça la nuance. Est-ce que ça a été un moment clair dans ta vie, ce tournant-là, le moment où cette ligne s'est dressée? La ligne de la valeur? Oui. J'avais 26 ans. Oh! J'étais justement Paul-Antoine. Encore Paul-Antoine, salut PA. Paul-Antoine et moi, on était ensemble. On s'est connus chez Ernst & Young. Après ça, les deux, on est allés travailler dans le domaine bancaire.
les deux, on est arrivés en enseignement, puis les deux, on travaille en télé. Okay. Vous suivez. On suit comme deux comparses. Là. Et le point, c'est hasard. On s'entend bien, puis on fait des projets ensemble. Maintenant, à 26 ans, il a pris le téléphone, il m'a appelé. Lui, il était rendu dans le domaine bancaire. Moi, j'étais encore vérificateur, puis il dit j'ai une option pour toi d'être consultant. Et quand tu as 26 ans pour t'appeler pour être consultant, c'est-à-dire freelance. Là. Puis là, je dis écoute, oublie ça, là, consultant pourquoi il y a tel projet de loi. Ah, ça m'intéresse pas. Il dit voici le salaire horaire. Oh. T'as mon attention? Je t'écoute parce que là, on est dans l'ancienne, on a un téléphone avec un téléphone à fait. T'as mon attention? Ouais. Et en une nuit, j'ai doublé ma paye à l'heure. Ben, en fait, plus qu'à l'heure parce que je n'étais pas payé à l'heure avant, j'étais payé à l'année, puis là, je tombais à l'heure comme consultant. Et à ce moment-là, j'ai dit, OK, là, j'ai appris à monétiser ma valeur à ce moment-là. Avant ça, j'étais un exécutant d'une entreprise qui me paye un salaire pour faire des heures. Là, je vends ma valeur. Puis quand tu fais le saut de salarié à travailleur autonome, il se passe de quoi? Parce que c'est la première fois que tu le fais qui est paniquant. Là. OK, il va falloir que j'aille TPS-TVQ. Il va falloir que je gère mes actifs. Il va falloir que je gère tout. J'aurai pas de contrat garanti. Ça va être des petits contrats, puis d'un à l'autre. Mais une fois que tu sautes dans la piscine, puis que l'eau est moins froide que tu pensais, puis que finalement, il y a une autre piscine, puis une autre piscine, puis une autre piscine, bien finalement, tu dis crime. Ça fait 25 ans que je suis... mettons 20 ans cette année, que je suis autant travailleur autonome ou salarié, mais que j'ai toujours eu une notion de travail autonome dans la tête, ça te permet de te libérer du stress puis de l'anxiété de ne pas avoir rien devant toi. Est-ce que c'était, selon toi, plutôt unique de vivre ça à 26 ans? Oui. Mettons qu'on se base sur le livre que tu as écrit, Liberté 45, c'est comme une tangente qui pointe plus vers vivre des moments comme ça. À 35-40, oui. Oui, mais parce que dans le moment où on était, tu sais, des fois, il faut avoir le contexte. Nous, il y avait une loi aux États-Unis qui s'appelait Sarbanes-Oxley 404 parce qu'il y avait eu des fraudes au niveau des entreprises américaines ou des mauvaises communications financières. Puis au Canada, on a adopté une loi qui s'appelait la loi 198. Et toutes les entreprises cotées en bourse devaient adhérer aux exigences de cette loi-là et ça forçait les banques et toutes les grandes organisations, les alumineries, peu importe, à adopter ces standards-là. Et ça demandait beaucoup de jus de bras pendant 1, 2, 3 ans. Et en plus, on passait aux normes comptables internationales. Fait que donc, il y avait de l'argent à faire comme consultant à ce moment-là, dans un moment de l'histoire. C'est une opportunité, finalement, que tu as saisie. Une petite opportunité qui n'est pas une méga opportunité. Là. J'ai doublé mon salaire, mais j'ai pas fait de fortune. Mais qui était doublé pour le moment, c'était payant. Là. Ça m'a mis au monde, disons, au niveau des capables d'accumuler une mise de fonds de maison. Mais ça... c'est un moment dans le temps qui existe, mais il y en a eu d'autres, sur d'autres formes. Puis il y en aura. Il y en aura toujours. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui a réussi, vous dites, t'es été chanceux, t'es arrivé au bon moment pour telle affaire, bien, dans ta vie de travailleur autonome, il y aura 4, 5, 6 bons moments. Il faut que tu les prennes, tu les saisisses quand ils passent. Puis, c'est comme mon livre, quand j'ai écrit le premier, je l'ai écrit en 2016. J'ai écrit le même livre en 2006, ça n'a pas le même impact. J'ai écrit le même livre à un autre temps de ma vie, ça n'a pas le même impact. J'ai écrit le même livre, je ne travaille pas pour Paul Arcand, ça n'a pas le même impact. Donc, il y a des moments qui arrivent quelque chose, puis que c'est ça, c'est la chance. La question qui me vient, est-ce que comment tu te perçois? Est-ce que tu es quelqu'un d'ambitieux ou quelqu'un de plus opportuniste? Faut pas mélanger dans ma tête opportuniste et arriviste, c'est-à-dire il y a des opportunistes qui font juste saisir des occasions pour capter de la valeur. T'sais. Moi, je suis quelqu'un qui a eu beaucoup d'opportunités, contrairement à ce qu'il pensait avoir dans sa vie. Moi, je pensais travailler dans une entreprise qu'un jour, je ferais 75 000 par année, puis ça serait l'apothéose de ma vie. J'aurais un enfant ou deux, une maison, puis je serais bien heureux. Mais à un moment donné, tu as une première occasion, puis une deuxième occasion qui te gère que tu changes ta réalité. Donc, j'ai eu des opportunités, je les ai saisies, j'en ai fabriqué, hein, j'en ai créé. Écrire un livre, c'est créer une opportunité. Tu le fais pas, ça se fait pas tout seul. Donc, oui, je sais saisir des opportunités, mais pas des affaires de... Tu sais, comme je fais la recherche je fais un documentaire sur Luc Poirier, tu sais, le gars, il vaut des centaines de millions. Je veux dire, ça, c'est un autre niveau d'opportunité saisie que moi, je veux pas prendre ce genre de risque-là, puis je veux pas être tout le temps en train de stresser sur la valeur d'affaires qui sont plus grands que moi. J'aime beaucoup mon modèle d'affaires qui est faible coût, revenu intéressant, puis quand ça s'arrête d'un matin, je dois rien à personne, à part à la banque pour ma maison. Qu'est-ce que ça t'apporte de rencontrer toutes ces gens, que ce soit des entrepreneurs, des gens d'affaires qui ont des parcours impressionnants? Par exemple, le documentaire que tu as fait avec Luc Poirier, qu'est-ce que tu en as retiré? Ben, tu retiens que ce qui est le fun, c'est... Là, on parle d'entrepreneurs, mais je peux te parler du monde des artistes, le monde partout. Totalement. Mon emploi me permet de discuter un jour avec un PDG de compagnie qui m'aurait jamais appelé dans la vraie vie, mais là, il m'appelle pour
parce qu'il veut que je pense telle affaire de son entreprise. Je suis capable de comprendre entre les lignes, mais j'écoute. Je suis capable d'avoir de l'information que je voudrais avoir comme citoyen, mais maintenant, je l'ai même comme professionnel en disant, ben Pierre-Yves, hein, comme chroniqueur, nous a appelé pour avoir telle information. On y envoie des informations. Donc, ça me permet de comprendre des enjeux économiques puis d'avoir de l'information que j'aurais pas. Puis les entrepreneurs, ben c'est inspirant de voir où ils sont. Oui, mais moi, ce que j'aime, c'est voir le derrière, le behind the scene, là. Qu'est-ce que tu as eu comme chance, comme opportunité qui fait que ce soit là? Puis je donne l'exemple. Là. On voit des gens dire « Ah, j'aurais dû investir en immobilier quand j'étais jeune. » Puis là, je leur dis « Oui, mais quand tu étais jeune, tu n'avais pas de revenus, la banque ne t'aurait pas financé, tu aurais fait buster les ratios. Et donc, c'est pour ça que tu n'as pas emprunté. C'est pas parce que tu étais cave, c'est parce que tu pouvais pas. Alors que l'autre, ben, sa grand-mère l'a financé, puis a adossé son prêt, puis bon, il n'y a même pas un revenu qui était logique pour acheter ça, mais donc... faut comprendre le derrière de la patente. T'sais, Luc, c'est un bon exemple. Lui, il vient d'un milieu extrêmement pauvre. Il s'est organisé tout seul. Il y a d'autres personnes qui sont faites prêter 100 000, 200 000, 300 000 pour partir une affaire. Ben, c'est pas la même réalité. Si vous avez je pense à Stephen Jarislowski. On le connaît, là. C'est un centenaire. Lui, c'est un des grands. C'est comme l'équivalent de Warren Buffett au Canada. OK. Et il a dit récemment dans le journal à la presse, il a dit « Ah, ma mère, à l'époque, m'avait... donné pour partir comme 200 000, je pense. Mais là, quand je suis allé voir la conversion de l'époque, c'est comme s'il y avait eu 3,5 millions pour ça partir. Oui, il a transformé ça en milliards, mais il est parti à une époque, à l'après-guerre, avec une fortune, tu sais. Et donc, ça a changé ma vision, mais c'était quand même exceptionnel ce qu'il a fait avec ça, mais de dire qu'il est vraiment pas parti de la même place que d'autres personnes. Si je te dis aujourd'hui, je te donne 3,456 millions, 3,456 millions, pour partir une entreprise, c'est pas la même chose que si je te dis je te prête 30 000. Non. Donc, très intéressant. Par exemple, je trouve que c'est un bon point un bon sujet qui peut provoquer parce que, puis tu sais, ben, on en parle souvent, toi puis moi. On en parle vraiment souvent parce que moi, nous, j'ai de la misère à aller là, puis pas parce que je suis pas à l'aise d'en parler, mais parce que justement, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, puis ça m'a apporté des opportunités, puis ça m'en apporte encore aujourd'hui. Le cash flow n'est pas un enjeu que toi, tu pourrais vivre, par exemple, dans ton entreprise. Clairement pas. C'est très différent. Souvent, en fait. Là. Très différent, mais après ça, c'est toujours... Le défi, c'est que tu veux pas te faire... Peut-être que c'est pas le bon terme, mais dévaloriser... Pas dévaloriser, mais... Bien, faut que tu l'assumes. Je sais où tu t'en vas. Faut que tu assumes que tu pars à +1. Ouais, c'est ça. Puis que tu vas toujours être critiqué pour ça. Maintenant, il y a plein de gens que je connais qui partent avec +1, +2, +3 par rapport aux gens qui partent de 0, mais qui ça marche pas plus. Et il y en a d'autres qui partent de -5 puis ils se rendent plus loin que le +1. Donc, tu vas toujours être étiqueté comme une personne qui a eu un tremplin. Mais après ça, reconnaître le tremplin, moi, c'est ça que je trouve qui est intéressant. C'est de dire, OK, parfait, j'ai eu le tremplin, c'est vrai. Mais à partir de maintenant, j'ai fait ce que j'ai pu pour que ce tremplin-là me serve pour vrai. Mais mets-toi pas la pression inverse non plus d'accoter ce que le contexte, quand je parlais de contexte tantôt, le contexte de la génération d'avant a permis de faire, que tu n'auras peut-être pas les mêmes chances, les mêmes opportunités, même si tu passes sur le tremplin. Parce que des fois, il y a des business qui existent dans un moment de vie, puis qu'après ça n'existe plus. Là, prends François Lambert, je te donne un exemple, qui est un bon exemple. Tu sais, les centres d'appel en sous-traitance, c'est un moment de l'époque du Québec où il fallait sauter dans le bain. Lui, il l'a vu, il l'a fait. Mais c'est pas tout le monde qui a sauté à ce moment-là. Puis aujourd'hui, si je me parle la même business, ça va être un échec total. Et donc, il y a des... tu sais, Alexandre Taillefer qui a vendu New Run, même affaire. C'était un autre contexte, une autre technologie. Serge Beauchemin qui était dans l'informatique d'une autre époque, tout ça. Les gens ont eu des opportunités qu'ils ont saisies au moment où ils ont saisi. Ça a fonctionné pour eux. Ça les a propulsés, puis ils ont continué là-dessus. Puis il y a d'autres personnes qui partent avec une opportunité, puis ça va peut-être pas être spectaculaire. Fait que mets-toi juste pas la pression de réussir plus que ça. Non, je sais. Ma pensée a beaucoup évolué, puis en grande partie, grâce à Médusa avec Camille, avec les invités qu'on reçoit sur le podcast. De toute façon, je suis encore très jeune, mais je pense qu'un peu plus jeune, j'étais moins confortable de m'assumer là-dedans, mais maintenant, je le suis vraiment plus. Nos discussions sont... Dis-toi que tu as un podcast aussi, parce que tu n'étais pas en train de travailler au Saint-Hubert les fins de semaine pour... donc, ça t'a apporté quelque chose de le fun, tu sais... T'as pas eu le stress de savoir si t'allais bien manger, payer ton loyer la semaine prochaine. T'as pas eu le choix. Mais j'avais 4 autres emplois. Ouais, c'est ça. Mais t'avais pas besoin de ça. T'as pas cette pression-là financière. Oui, c'est ça, c'est différent. T'sais, la différence de le faire pour te démontrer, pour te prouver, pour dire je suis capable moi aussi, versus si je fais pas ça, je vais pas à l'école. T'sais, c'est ça la différence entre venir d'un milieu où il faut que tu te fasses, puis un milieu où est-ce que
ça t'apporte une sécurité. Mais en même temps, ce milieu est habitué de faire face à de l'anxiété. Toi, si t'en fais de ton bord, mais c'est un autre type d'anxiété, mais qui peut exister pareil, puis qui n'est pas moins valorisé, qui n'est pas moins, comment je veux dire, qui n'est pas invalidé pour autant. Là. Tu vas te faire une pression de performance que je me suis jamais mis. À côté de la performance de tes parents, quand tes parents ont fait ce qu'ils ont dans leur carrière, dans un régime collectif moyen ou même en haut de la moyenne, c'est bien plus facile à atteindre que quand tes parents ont été à des niveaux exceptionnels puis qui ont atteint des sommets que d'autres ne pourront jamais atteindre. Fait qu'il faut que tu te valorises autrement que par « je veux faire autant que ma mère », tu sais. Ouais, ça c'est... Mais ça, c'est un... En tout cas, moi, je trouve que c'est le cadeau d'avoir... de grandir dans un milieu moyen. Parce que quand je regarde tous les entrepreneurs qui sont passés ici puis que les parents étaient là avant, moi, dans mon type de personnalité, je me dis, j'aurais pas survécu. Ben, t'aurais peut-être été loafer. J'aurais été différent, là, mais je sais pas comment... Je pense pas que j'aurais reconnu la valeur de du privilège versus une Clo qui travaille fort, tout ça. Tu sais, moi, je suis une passionnée, je suis un petit peu... artiste. Flowy, artiste, ça, on est très, très, très différentes. Donc, avoir eu ce privilège-là, je suis pas sûre que je l'aurais utilisé de la même manière. En même temps, on ne sait pas, c'est une question de personnalité. Exact. Tu as 2 enfants qui sont dans la même famille, qui vont devenir complètement différents. Puis quand tu as un privilège, ben, est-ce que tu vas l'exploiter? Est-ce que ça va te tenter? Est-ce que tu vas être en réaction face à ton milieu? Est-ce que tu vas dire, c'est pas ça la vie? Peu importe. Il n'y a pas de bonne réponse. Exact. Beaucoup de si, de mais, de peut-être. Exact. Ça vient, comme tu dis, mais moi, j'aurais aimé assumer ça. sa position. Tu sais, si tu m'avais dit, tes études vont être payées, puis que pas d'appart à payer, puis tu peux vivre chez nous pendant tes études, puis, hey, j'aurais eu une autre vie, là. Mais en même temps, je serais pas où je suis. Fait que là, je sais pas. Mais peut-être pas. C'est ça l'affaire. C'est ça le mystère. Mon Dieu, on est rendu ça, c'est un rabbit hole, Camille, puis on retourne souvent dans ce rabbit hole-là. On faut revenir. On sort du rabbit hole. On sort du rabbit hole. Mais c'est intéressant, puis ça m'amène à te demander aussi comment tu as pensé face à l'argent a évolué avec le temps parce que, bon, tu sembles être parti d'un contexte différent de celui que tu vis aujourd'hui. Et aussi, j'ai envie de souligner, t'écris quand même un livre qui, jusqu'à maintenant, s'adresse, tu l'as souvent dit, à monsieur, madame, tout le monde. Mais j'imagine que toi, ton contexte, il est quand même différent de tout ça au bout du compte. Fait. Ben, mon contexte, c'est que je suis parti de là pour me rendre ici. Hein, c'est ça le point. Puis dire, mais pour moi, la rigueur économique demeure que quand tu t'enrichis, les chiffres changent de décimales, peut-être. Peut-être que ton 10 000 de l'époque s'est rendu 100 000. Tes placements qui étaient à 5 000 sont peut-être rendus à 50 000, mais la recette est la même. Les gens qui investissent, qui pensent à ça avant de dépenser, se propulsent, puis après ça, la courbe devient exponentielle. J'en parle souvent avec Paul-Antoine, on s'appelle, puis on dit, bon, c'est fou, hein? On a fait plus avec nos placements depuis janvier qu'on a gagné en notre première année de firme comptable. Puis on n'a rien fait. Puis, tu sais, on a beau en parler dans la théorie, on a beau écrire des livres, on a beau parler des simulations, de dire, regarde, tu te mets tant d'argent, voici ce qui arrive. Quand tu le vis pour vrai, tu dis, aïe, hein, j'ai à côté aujourd'hui, si j'arrête de travailler, il y a un salaire de base que je pourrais générer en rendement annuel qui pourrait me permettre de manger. Manger, pas d'exploser, là, mais de manger. Et donc, tu dis, aïe, ça fonctionne. Puis là, on est rendu à cet âge-là, mais en même temps, tu as l'urgence que la mort s'en vient, c'est niaiseux à dire, mais à 45, là, tu dis, OK, là, tu sais, il me reste 10 ans de grosse carrière, 20 ans avant la fameuse âge de 65 ans. J'ai 46, il en reste 19. Alors, il en reste moins en avant d'ici la retraite officielle des Québécois en moyenne que de l'âge que j'avais 20 ans, puis que j'étais à l'école, puis qu'il y avait juste du temps devant moi. Puis plus tu vieillis, plus les choix se rapetissent aussi. Je ne serai pas Sidney Crosby, je ne jouerai pas au hockey, je ne serai pas président d'une banque. Il y a des choses que je sais qui n'arriveront pas. Mais l'argent perd de la valeur relativement. Puis j'ai toujours dit, plus tu t'approches de ta mort, moins l'argent vaut quelque chose dans ta tête parce que moins ça te permet de faire des choses. Et c'est pour ça que c'est le pouvoir de liberté actuelle de dire j'ai une certaine liberté qui est payant. Mais quand tu as des enfants, tu ajoutes un nouveau stress qui est tu penses à eux autres, donc tu veux les aider, tu veux leur donner un tremplin, tu veux garder ta maison parce que dans le fond, si j'étais sans enfant, je pourrais me louer un petit condo, payer ça content puis plus avoir d'hypothèque. Mais là, ça prend des chambres pour eux. Donc, ta pensée pour toi, ta construction personnelle avec l'argent devient une passation à la génération d'après. C'est un jeu. Toute la... Vraiment. C'est un jeu. Ça m'a marqué. La dernière fois que tu es venu, tu nous as dit
quelque chose du genre, c'est tellement... Ben, je sais pas si tu dis c'est tellement beau, mais t'as dit les jeunes de début vingtaine, ils ont tout l'avenir devant eux, fait qu'ils regardent la vie avec comme si tout est possible. Puis moi, c'est resté avec moi parce que c'est tellement vrai. Dans le fond, tu sais, à mon âge, on dirait, moi, je parle comme si toutes mes ambitions, tous mes rêves sont totalement réalisables, mais t'as rien rejeté encore. Non, il y a rien que je me suis encore dit, ça arrivera jamais, tu sais, que j'ai envie de faire. Mais c'est sûr qu'à m'amener, tu vieillis, toi, Cam, tu l'as-tu senti en vieillissant, ça, ou pas encore? Non. Mais moi, je suis vraiment une optimiste, là. Je pense pas loin de même. Oui, mais il y a tes rêves aussi que tu n'avais pas mis dans ton cerveau que toi t'as mis. Tu sais, exemple, donne un exemple. OK, genre telle maison, si c'est un rêve pour toi, une famille, si c'est un rêve, avoir un couple parfait, si c'est un rêve, avoir des vacances dans le sud, si c'est un rêve, avoir une liberté de travail, si c'est un rêve, t'accomplir dans tel domaine, si c'est un rêve. Là, t'es écrit sur ta feuille d'objectif de vie ou de vision de ce que ça va être ta vie, ou t'en as une dans ta tête, t'as des ambitions, peu importe. Puis là, tu vieillis, puis tu dis, OK, ça arrivera pas. Ça arrivera plus. Ça, c'est passé pour toujours. Ça, je suis passé à côté de cette opportunité-là et j'en suis heureux. J'aurais pu continuer un parcours et d'être vice-président d'une banque. Je suis heureux d'avoir quitté ce parcours-là. Donc, ça n'arrivera pas, mais j'ai pas le faux mot. Même chose avec ça. Les désirs changent aussi. Oui, puis c'est ça, t'as pas envie de la même chose. Moi, mon rêve, mettons, à ton âge, là, c'était que je puisse payer l'école privée à mon fils au secondaire puis d'avoir un salon de coiffure. Puis t'as tout ça? I made it, là. Bon, mais là... Fait que moi, j'étais comme heureuse. Là, aujourd'hui, mettons, ce que je vis, c'est comme, je rencontre plein de gens qui font plein d'affaires. Fait que j'ai des nouveaux rêves. Ouais. Puis là, j'ai de la misère à choisir. Oui, parce qu'il faut pas... Après ça, c'est un choix en empêchant un autre. Exact. Donc là, je suis comme dans un carrefour où je suis comme... Ben, tu le sais, là, je tourne. J'ai plein d'idées, plein d'affaires parce que maintenant, je sais que ça existe. Mais à ton âge, je savais même pas que ça existait, toutes ces opportunités. Mais à mon âge, t'avais un fils déjà, puis tu peux pas l'envoyer à l'école privée. OK, tu l'as eu jeune. Oui, je l'ai eu à 19 ans. Mais quand même. Mais regarde, l'autre affaire, c'est que moi, je compare ça un peu aux sorties. Regardez sur Instagram. J'ai l'impression que les gens que je côtoie dans la vie ou qui sont dans mon réseau sont toujours dans un festival, sont toujours en vacances, sont toujours au resto, puis qui sont toujours en train de vivre la vie incroyable que tout le monde pense que c'est ça la vie. Puis je regarde ça maintenant, puis je n'ai plus le désir de participer à ça. Donc, quand je vois quelqu'un à un festival sur l'île Sainte-Hélène, je suis comme « Ah, mon Dieu, je suis bien sur le bord du feu. » Ça me tente pas. Je les envie pas. J'ai radié ça de ma vie, de dire « Je vais être dans le coup. » là. Parce que, pour vrai, aujourd'hui, on se filme plus à être quelque part que vivre le moment. Les gens vont à un spectacle de musique, mais dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est montrer qu'ils sont là pour dire « Hey, je suis hot, je suis dans quelque chose que tout le monde veut être dedans. Ouais. » Alors que moi, je fais « Hey, sais-tu quoi? Je vais écouter le CD ou le MP3 ou le streaming. Puis cette journée-là, je vais accorder mon bois. Ça me dérange plus. J'ai quitté ça, c'est vraiment le fun. Ça fait longtemps, là, mais j'ai jamais été là-dedans vraiment. Hey, je suis jamais allé à Chiaga, imaginez. Là, j'ai 46 ans, j'étais à Montréal. Je suis jamais allé à Chiaga. C'est pas grave. Ben non, c'est pas grave. J'étais un tripeux de musique. Mais ça, ah ouais? Tu vois, avec la même chose avec la carrière. Il y a des choses que tu dis, hey, moi, j'ai jamais vécu ça. Puis c'est pas grave. Mais d'être confortable, en fait, dans ses préférences. Là. Des fois, moi, je l'ai tellement souvent vécu parce que j'ai toujours eu un peu des goûts, des désirs qui dérogeaient de ce que, mettons, un adolescent voulait faire quand j'étais un petit peu plus jeune, mais je me suis toujours full assumée. Fait que j'ai jamais eu le faux mot ou être dérangée par ces choses-là. Fait que je le vois un peu de la même façon, là, c'est de s'assumer dans nos intérêts. Puis même si t'aimes la musique, peut-être que le festival, ça te tente pas. Ben, d'être là, mais tu sais, c'est comme... J'ai vu un podcast récemment avec un monsieur quand même riche, puis il a dit... Nobody cares. Tu sais, toi, on a toujours l'impression... Tu sais, on a l'impression que tout le monde nous juge, puis tout le monde... Oui, c'est vrai, plein de gens qui jugent ce qu'on fait tous les jours, tout ça. Mais quand tu réussis quelque chose, là, ou que tu vas quelque part, ou que tu fais un moment, t'as beau le montrer pour avoir des likes, là, tout le monde s'en fout dans leur fin fond de ta vie. Là. Chacun vit sa vie, puis doit être heureux avec ce qu'il fait, lui ou elle. Donc, que je sois content de faire quelque chose, si les autres sont contents pour moi ou non, c'est pas grave, parce que dans le fond, dans leur fin fond, là, ça leur dérange pas. Puis ils n'ont rien à dire. Tu sais, chacun vit sa vie. Mon oncle disait tout le temps, je l'ai dit un matin à la radio, vivre et laisser vivre, parce que dans le fond, même tes grandes réussites, là, puis tout ça, tout le monde s'en fout. Tu sais, c'est rendu que, tu sais, les affaires de trophées, puis tout ça, là, je suis tellement content quand je pars en nomination parce que je suis pas obligé d'aller dans le gala pour m'asseoir, à regarder le trophée, puis dire... Tout ça est une invention, est une mascarade. Puis dans le fond, les gens sont contents de gagner un trophée, mais ils n'ont pas de job en septembre. Ouais. Ils ont un trophée, là, le meilleur, je sais pas quoi. Puis je dis, votre vrai trophée, c'est qu'en septembre, il y a un autre contrat. Ce trophée-là, sinon, il va servir de porte-livre ou pour tenir la porte de votre appartement qu'il va falloir vider. C'est vrai. Non, mais c'est ça. Ouais.
C'est vrai. Y a pas la réussite, c'est pas dans l'apparence, c'est dans est-ce que je suis content de ce que j'ai fait? Est-ce que je suis content où est-ce que je suis rendu? Puis à mon âge, qu'est-ce qui est vraiment plaisant? C'est d'être content de ce qu'on fait, puis de dire si ça fonctionne plus, ben c'est pas grave. Plus les années avancent en ce moment, justement, plus les réseaux sociaux ont aussi un impact dans toute cette vague-là de vouloir être ce qu'on n'est peut-être pas des fois, whatever. Ça m'amène à voir un peu avec toi, mais ça nous amène en fait. Là, aujourd'hui, on est fin 2025, c'est l'année 2026 qui approche. C'est quoi, dans ta perspective, le climat pour les Québécois ici, puis les tendances, puis là, on a parlé un peu de justement ce que les gens peuvent peut-être s'imposer pour plaire aux autres, mais de façon générale, là, d'un point de vue financier... Plusieurs choses. C'est large, mais... OK. Pour moi, c'est vraiment l'année où l'intelligence artificielle est passée de théorie, de pratique à c'est dans la vie de tout le monde. Puis que ça va devenir un outil obligatoire. Par exemple, j'en parlais récemment... dans un outil de recherche de ChatGPT, à un moment donné, il va falloir que ton salon de coiffeur pop-up quand quelqu'un va dire quel est le bon salon de coiffeur dans la région de Sherbrooke. C'est arrivé d'ailleurs. Et toi, donc, pourquoi ça arrive? Puis parce que l'intelligence artificielle est allée chercher les données, des avis sur Internet, puis on dit, OK, tel salon, selon tes besoins, c'est ça qui vaut. Donc, il faut rentrer dans cette logique-là, savoir s'en servir. C'est la première des choses. Deuxième des choses, on vit avec une anxiété mondiale qui est différente d'avant. Dans les années 80, il y avait la bombe nucléaire. Là, aujourd'hui, que l'Iran, il y a encore la bombe nucléaire. Là. Mais là, on a un président américain qui est on the loose. On ne sait pas ce qu'il fait. On ne peut pas prédire rien. Il n'y a pas d'accord logique qui crée un climat social extrêmement négatif. On a vécu une grosse période d'inflation, ce qui a fait monter beaucoup les valeurs des actifs. Donc, présentement, la courbe nous montre que avoir des actifs, c'est une grande protection contre ce qui arrive dans le monde économique. Puis c'est plate à dire. Avoir des actifs, c'est le résultat de chance puis de décision. Donc ça, une année comme 2025-2026, c'est très payant d'avoir des actifs puis d'en avoir bénéficié parce que ça agrandit les écarts de richesse. Puis, ben écoute, au niveau bien pratico-pratique, taux d'intérêt présentement sur une hypothèque, ça, c'est du 4% à peu près, ce qui est quand même 2 fois plus que dans le creux pour bien des gens, mais qui est quand même 2,5% moins cher qu'il y a quelques mois à peine. Donc, on est dans un climat d'incertitude, puis la seule chose qui rassasie ou qui rassure, c'est d'avoir justement son tripode financier, là, des actifs immobiliers, des actifs boursiers, puis une carrière qui te permet de générer du capital. Donc, moi, c'est vraiment ça qui me rassure. En même temps, il y a plein de monde qui vont dire si le monde s'éclate et s'éteint, tout ça s'éteint parce que ça n'a plus de valeur. C'est vrai aussi. Si le monde s'éclate et s'éteint, ça, c'est un autre non, mais c'est vrai qu'on... Pensez-y, là, toutes nos petites préoccupations d'humains tiennent dans notre réalité d'humain, mais quand tu prends un pas de recul, tu te dis, c'est tout inventé, notre réputation, notre vie, ce que les gens pensent de nous, notre apparence, tout ça va se terminer. Donc, c'est Jerry Seinfeld qui a dit récemment, tout ça, c'est du bruit, là. C'est du bruit. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est un autre rabbit hole. Mais les médias sociaux mettent ça en évidence parce que tu as une vie en ligne, puis les gens se basent sur ce qu'ils voient en ligne pour t'en inventer une. Fait que c'est encore plus vrai que là, en tout cas, moi, je le réalise beaucoup plus que tout est inventé à cause des médias sociaux. Souvent, je m'ennuie, moi, de la vraie vie, là. Ben, mais la vraie vie aussi, tu sais, les médias sociaux ou les médias en général... Les gens, parce qu'ils te voient quelque part dans un canal, ils ont l'impression qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, qu'ils ont un droit sur ta vie, parce que dans le fond, t'es là parce que je t'ai écouté, donc je peux te donner mon opinion. T'sais. Est-ce que tu irais voir une madame dans la rue et dire « Hey, t'es moins grosse que je pensais? » Moi, je me fais dire ça souvent. Là. Genre, on parle de mon corps à l'épicerie. On me dit « Hey, vous êtes plus shapé que je pensais. Voir que tu dis ça à quelqu'un que tu connais pas. Ben, je comprends, là, mais les gens se donnent le droit de dire des choses qu'ils diraient jamais, ou de t'insulter, ou vraiment t'aimer trop pour ce que tu t'apportes comme valeur. Oui. Fait que c'est démesuré. Ouais, tout démesuré. Démesuré. C'est le bon terme. Ouais. Les gens qui nous écoutent ici, c'est beaucoup des entrepreneurs ou des gestionnaires. C'est des gens du monde des affaires. Et des jeunes, j'imagine, aussi un peu. C'est tellement drôle. Tout le monde pense qu'on est vraiment écouté par les jeunes, mais là, je ne vais pas le réexpliquer parce qu'on l'a expliqué lors du podcast. Mais non, avec c'est du monde qui s'occupe. Je veux dire semi-jeune. Ça s'appelle start-up quand même. 25-40. Oui, mais en fait, start-up, tu vois, les gens imaginent que c'est à cause qu'on parle de des start-up. Mais c'est start-up. Exactement. Okay, bon, super, t'as compris. Mais bref, ça, c'est les gens qui nous écoutent ici. Donc, pour eux, sans nécessairement dire pour monsieur, madame, tout le monde, mais pour ces gens-là qui sont peut-être plus en affaires,
On a-tu certains conseils pour la prochaine année? C'est toujours drôle de quand tu vulgarises les finances, d'aller dire à quelqu'un qui a 2 mains dedans, m'a dire comment ça fonctionne. C'est comme un consultant de McKinsey qui débarquait. Ceux qui savent pas le faire disent aux autres quoi faire. Non, je blague, mais ce qui est vraiment... C'est surtout les entreprises qui ont un lien avec les Américains. C'est sûr que là, c'est comme... Comment tu veux que je leur dise quelle décision prendre? Non. C'est impossible à valider. Tout ce que tu peux faire, c'est de dire... Je vais m'arranger pour consolider mes affaires. Puis je remarque que là, avec une potentielle récession technique, là, c'est pas une vraie récession là, qu'on parle. On parle pour l'instant juste de technique, c'est-à-dire que ça se peut qu'on ait 2 trimestres de PIB en baisse, mais c'est même pas sûr. Là. On a parlé avec des économistes récemment, puis bon, on panique pas avec ça. Mais le point est, c'est sûr que pendant ces périodes-là, moins d'embauches, les gens sont plus frileux, font moins d'investissements, puis là, ben, les jeunes se retrouvent comme laissés sur le côté. Mais la seule chose que je te dirais, c'est ceux qui disent que l'intelligence artificielle n'aura pas d'impact sur leur entreprise, je dis, là, vous avez rien compris. Surtout si vous êtes dans le service, si vous avez un lien avec une clientèle B2C, là, business to customer, il va falloir à un moment donné que vous embarquiez dans le moule, là, peu importe c'est quoi que vous faites. Et c'est certain que le plombier va continuer de plombier, mais qui va peut-être besoin d'automatiser bien les affaires comme qui n'étaient pas automatisées avant. Donc, au Québec, on a un déficit de 2 affaires, l'intelligence artificielle, mais aussi l'automatisation. On a souvent dit notre dollar est faible, qu'on peut compenser avec de l'huile de coude. Mais bientôt, ce sera plus vrai. Ou c'est plus vrai déjà. Là. As-tu un avis sur les gens qui partent des business en ce moment? Est-ce que c'est plus risqué, moins? Il n'y a jamais un bon moment pour partir une entreprise, puis il n'y a jamais une certitude. Donc, moi, j'ai surtout de l'admiration pour des gens qui mettent beaucoup de risques, qui mettent leur avenir au risque, leur famille à risque pour un projet qui demande de gros capitaux. Là, on dit que on va manquer 50 000 entrepreneurs au Québec, de repreneurs, de reprendre des entreprises sur les prochaines années. On a besoin de 50 000 reprises plutôt. Là. Imaginez, là, vous allez racheter quelque chose à quelqu'un, 700 000, 800 000, 2 millions, 3 millions, sur la promesse que le modèle d'affaires va continuer puis va être payant. C'est beaucoup de risques. Donc, c'est bien plus facile de prendre du risque quand tu as de l'argent qu'en tu n'en as pas. Quand tu t'endettes puis tu dois rembourser à la banque, c'est une chose. Quand tu le prends avec du capital que tu as déjà, tu dis au pire, je perds du passé, mais j'aurais vécu quelque chose. Donc, tu as quand même un avis sur la tangente de reprenariat qui s'en vient. Bien, il y a des opportunités parce que des gens vont se retrouver devant rien puis ils ont des modèles d'affaires qui fonctionnent. Il y en a d'autres que c'est des modèles d'affaires à perte ou à très faible valeur. Donc, ceux-là ne méritent pas d'être repris ou n'ont pas besoin d'être repris. Mais une structure en place, ça a de la chance, ça a de la valeur. On dit qu'après 5 ans, 70 à 80 des reprises d'entreprises qui existaient déjà, évidemment, c'est une reprise, là, existent encore. Donc, 70 à 80 des entreprises existent encore après 5 ans, après une reprise, mais quand tu pars de zéro, une start-up, après 5 ans, moins de 50 survivent. Donc, tu as quand même plus de chance quand tu reprends une entreprise. Oui, parce qu'elle est déjà établie, tu n'as pas besoin de te péter à la face avec les systèmes comptables, les obligations réglementaires. Là. C'est déjà tout là. Faut juste que tu te démêles. Puis en fait, moi, ce que j'en retiens, c'est que si tu rachètes, si tu as une entreprise présentement que tu veux vendre, automatise-la, va dans l'intelligence artificielle maintenant. Parce que sinon, elle va perdre de la valeur beaucoup plus rapidement si tu t'en vas pas là. Tu vas avoir de la concurrence. Puis, en fait, mais en même temps, tu me dis j'ai un salon de coiffeur, mais toi, c'est dans ton marketing que ça peut changer ou ton automatisation de facturation, de prise de rendez-vous. La relation client. La relation client. Suivre. Ginette est venue il y a 6 mois, elle fait de ça d'habitude. Là, avec les circonstances, on devrait la rappeler à tel moment. Voici son message. Donc, tu sais, automatiser les processus. De l'autre côté, ce qu'il faut retenir surtout, c'est de se dire on est dans une période d'incertitude, puis c'est correct, là, puis j'ai pas de réponse. J'ai pas le. Tu sais, je fais juste me regarder des chiffres, là, j'analyse. Là. Mais j'ai pas la science infuse. C'est drôle comment que les gens pensent qu'on a la science infuse parce qu'on parle d'un sujet. On s'y intéresse. Mais toi, tu sais pas la tendance de la coiffeur dans 5 ans. Là. Tu vas t'y intéresser, tu vas finir par le savoir. Mais tu peux pas savoir d'avance dans 3 ans ça va être quoi, que les gens vont décider que ça va être ça la coupe. Là. Dis-moi juste que la coupe brocoli va disparaître. Alpaga, brocoli, ça va disparaître probablement. Oui, pas tout de suite. Pas tout de suite. Oui, c'est une bonne question. Est-ce que tu ressens une pression justement quand tu d'avoir une boule de cristal? Non, aujourd'hui, moi, non, moi, ce que je dis, c'est que quand tu sais pas quelque chose, tu le dis. Une madame qui m'écrit hier sur une affaire de droit de relation de travail. Là, elle me dit, j'ai dit, je ne sais pas. Je ne connais pas ça. Je ne suis pas un avocat en droit du travail. Je suis CPA. Puis elle dit, oui, mais tu peux pas m'orienter. Je dis, non, je ne sais pas. Avouer qu'on ne sait pas quelque chose, on peut s'y intéresser par la suite, aller se documenter, mais on ne sait pas. Point. Donc, quand je ne sais pas quelque chose, je n'en parle pas. Je ne peux pas te dire ce qui va arriver avec la crypto-monnaie. Ce que je peux te dire, c'est que les entreprises cotées en bourse ont de la valeur parce qu'ils ont des clients. Et ça, peu importe si c'est en crypto, en dollars canadiens ou en alpaga
Ça va continuer d'exister dans un monde organisé. Donc, si tu achètes des actions d'Apple, c'est pas parce qu'ils vendent en dollars américains, en dollars canadiens ou en Bitcoin que tu as investi dans Apple. C'est parce que l'entreprise a un modèle d'affaires puis il a fait de la marge de profit, peu importe la monnaie. Donc, je suis pas religieux sur la monnaie parce que pour moi, c'est un outil. Il y en a d'autres qui disent c'est une spéculation. Il y en a d'autres qui disent je vais essayer de faire de l'argent avec ça. Moi, je vois vraiment ça comme... Je ne cherche pas les grandes théories du complot. Je regarde année après année qu'est-ce qui est rationnel de penser. Tu sais. Si toi, tu te lançais, pas en affaires parce que tu es déjà en affaires, mais tu es travailleur autonome. Oui. Donc, si toi, tu lançais une entreprise, en fait, est-ce que tu serais plus du genre à lancer quelque chose ou à te pencher vers le reprenariat? Moi, je suis déjà minoritaire dans 2 entreprises, mais de façon très minoritaire. C'est-à-dire que j'aime participer à une entreprise où il y a des gens en place qui s'en occupent. Donc, une espèce de... Je suis actionnaire. Je contribue dans une des entreprises, je contribue des fois un peu, mais je suis quelqu'un qui s'investit, qui laisse les gens qui connaissent ce domaine-là s'en occuper. J'apporte des idées, j'apporte des projets, mais pas plus. Plutôt à type de mentorat ou même non, juste non, à type non. Ces gens-là, ils savent bien plus que moi comment ça marche. Okay. Non, moi, je suis un silent partner qui parle. Fait que c'est des projets dans lesquels tu crois. Que je crois, en fait, c'est plus que c'est des gens que j'aime, puis en qui je crois, puis que j'ai confiance. Malgré que, tu sais, quand tu as un plan d'entrée, ça te prend un plan de sortie. Quand tu investis, ben mon plan de sortie, il est là, mais il n'est pas clair. Mais c'est surtout que j'aime participer, j'aime beaucoup être dans des PME. On touche à la réalité, on touche à un vrai problème, à une vraie action. Tu poses une action, il y a une conséquence, il n'y a pas 38 000. Tu sais. Quand j'achète des actions de McDonald's ou Apple, je vois mon dividende, je vois mon rendement, je vois les orientations stratégiques, mais je ne vois pas tourner des burgers. Tu sais. Mais quand je vois une PME, puis je vois les états financiers, puis on a augmenté de 6 % notre marge, puis on a pris telle décision, puis on ouvre un nouveau point de service, ça, c'est sympathique. C'est très concret aussi parce que, comme tu dis, si tu bouges un pion, tu peux voir des résultats assez rapidement. Là, je le vis en ce moment avec UICES. On lance des campagnes marketing, puis dès qu'on lance, on voit les répercussions. Ça rentre-tu, ça rentre pas? Si ça rentre pas, on s'arrête. Puis vous, c'est un service, là, puis ça en start-up, vous êtes en démarrage, puis là, c'est bien beau créer un mouvement, quelque chose, mais il faut que ça soit répétitif, comme le Balnéa, comme Bota Bota, comme Totalement. On a l'avantage centre-ville. Oui, puis même pour donner un exemple concret par rapport aux grandes destinations, nous, on a l'avantage que notre format se veut quelque chose qui s'intègre dans le quotidien des gens. Très court. Donc, théoriquement, on devrait avoir la chance d'avoir plus de répétitions que les grandes destinations de spa qui sont plus des activités ponctuelles. Puis les grands spas, l'abonnement est une chose plus style retraité ou plus style on reste proche. Exact. Que vous pourrez dire, hey, si vous vendez un abonnement, comme au gym, ça se peut qu'il y ait des gens qui disent je vais intégrer ça pendant 1 an dans mon affaire, puis ça va être le cadeau que je vais me faire. Exact. Surtout dans des centres urbains où ils ont peu d'accès à des choses du genre. Là, des à Griffintown, on s'entend aussi, c'est comme tu es au centre-ville, tu vis comme l'équivalent d'une chambre d'hôtel. C'est ça que j'ai fait à Cam. Je suis pas capable de concevoir ce concept. Mais moi, c'est ma nouvelle vie, là, dans un 3,5. 3,5, t'es chanceuse. Moi, ce que je vois beaucoup dans Griffintown, puis dans d'autres places, les plus petits condos, c'est tu rentres, t'as une salle de bain. Puis après ça, d'un côté, tu as la cuisine, de l'autre côté, tu as un divan-lit ou un lit mural, puis tu as une TV, puis tu as une porte patio. C'est ça, un appart. 258 pieds carrés. Oui, mais si tu as un pied à terre, puis que tu as autre chose, c'est le fun. Mais si c'est ça ta vie, c'est très, très, très restrictif. Là. Exact. Ben, c'est pas comparable avec la vie qu'on connaît en Estrie, en fait. Faut juste pas. Non. On a compris que ça se compare juste pas. C'est pas le même lifestyle. T'es à l'hôtel, puis la vie, elle se passe en dehors de chez toi. Puis même si tu habites dans quelque chose de tout mini rikiki, il y a bien des chances que ton immeuble y ait un espace de coworking super cool, puis un café en bas. Une piscine, puis un gym. Exact, une piscine grande comme celle de l'université. Puis tu vas payer 200-300 000 moins qu'avoir un super grand appart, mais tu vas pouvoir aller au café plus souvent. Exact, fait que ça te coûte cher, le café. Mais pour conclure, Pierre-Yves, là, tu as mentionné tantôt que tu es en train d'écrire un autre livre. Oui. Je sais pas jusqu'à où on peut aller. 2 autres livres. En fait, j'ai 2 projets en parallèle, puis j'ai des parties d'écrit dans chacun. Mais si mon éditeur t'entend, il va dire, Pierre-Yves, tu peux en parler, là, mais... Pas trop. C'est quand? OK. Est-ce qu'on peut savoir le sujet? C'est ça, moi, je veux savoir si ça s'adresse à nous. À vous? L'argent, ça s'adresse à nous. Non, mais en fait, moi, j'ai 2 projets. OK, j'ai un projet qui est la suite des autres, c'est-à-dire d'avoir une vision plus large que le quotidien dans les finances, c'est-à-dire une vision patrimoniale, une vision... D'ailleurs, le titre est sur Internet, ça s'appelle « Millionnaire, le titre de travail ». C'est-à-dire... C'est quoi la réalité financière de bâtir un actif, puis au niveau fiscal, au niveau des décisions, au niveau de la vision. Donc ça, c'est une affaire qui... Ça va s'appeler millionnaire. Bien, pour l'instant, c'est le titre de travail.
OK. Mais il est sur Internet parce qu'il était pas vendu cette année. Fait qu'il avait déjà été mis sur Internet comme, tu sais, à sortir, apparaître, précommandé, genre, mais il n'a jamais été fait. Là. Fait que là, il est dans drôle. C'est en cours. C'est en cours encore. Mais tu sais, les chapitres que j'ai écrits sont encore écrits, mais là, je manque de temps. Puis j'ai un autre livre, donc je peux pas parler du sujet, mais qui est beaucoup plus global, qui s'adresse à un marché beaucoup plus large, qui touche 100% de la population et qui est un peu la suite de Liberté 45, mais moins financier, plus sur la création de valeur d'une personne. Et que mon grand fantasme, ce serait que ce projet-là soit exportable pour vrai. J'aime beaucoup les livres qui voyagent dans le monde, pas pour refaire de l'argent, mais qui sont partis, mettons, de France ou des États-Unis, puis sont rendus sur les tablettes de notre pays, sont traduits, et que la réalité est universelle. Bon, ça, c'est mon livre le plus universel. Ça, c'est mon petit rêve d'universel. Ça va peut-être pas fonctionner. Peut-être que ma théorie que je mets en place depuis 25 ans, puis que je peaufine, puis que je trouve très drôle sur papier, n'aura aucune valeur auprès du lectorat. Mais je voudrais publier cette affaire-là, qui est un peu plus champ gauche que le reste. Puis c'est pour ça que faut que j'attende d'être rendu où je suis rendu pour que les gens acceptent la proposition. D'après moi, ils vont accepter n'importe quel livre que tu nous donnes. Non, mais j'ai fait pour enfants. J'ai bien aimé le livre pour enfants. J'ai adoré. C'est une introduction. C'était pas pour faire de l'argent. C'était pour dire faut qu'on t'introduise au public plus jeune des notions de base. Puis, donc, il y avait un livre dessiné qui s'appelle L'argent, simplement. Non, mais c'est parce que c'est L'argent, puis c'est un livre pour enfants dans la série Koala au nom de Saint-Jean. Okay. Il y a d'autres livres là-dedans par Sophie Allard, mais Paul-Antoine et moi, on a fait un basé là-dessus encore avec Paul-Antoine. Donc, ça a été un beau projet aussi qui est arrivé en deux lignes que j'ai fait. Puis, c'est ça. Mes 2 livres, c'est ça. Là, je te dis ça, puis peut-être ni un ni l'autre va être publié. Mais moi, j'espère que le deuxième va être publié. C'est celui qui m'appelle. Moi, j'attends ma prochaine lecture. Mais ce que je te dis quand même, c'est que j'ai ça dans les mains, mais je l'ai pas fait, puis j'ai le goût de le faire. Là. Si j'avais perdu ma job demain, après le 18 octobre, ça serait un tripode. Si je perds un emploi, ça, c'est une béquille qui traîne. C'est pas une béquille, en fait, c'est un. Ce qui me valorise le plus, c'est ça. Moi. Dans tout ce que je fais, ce que j'aime le plus, c'est de dire quand tu publies un livre, pas le publier, c'est le processus. Tu le fais. Une fois qu'il est publié, il est lancé, la grande fierté, c'est de l'avoir fait, c'est pas de le voir partout. C'est bizarre à dire. Hein? Non, mais je d'avoir réussi. Tu ouvres la boîte, là, puis tu penses que ça va être wow, tu sais, comme, hein, quand tu vas avoir ton bac, là. Tu vas avoir ton papier, là, pour vrai, tu vas avoir ton papier, là. OK, what's next? Hey, c'est vraiment fou parce que tu travailles beaucoup, puis tu te contrains en vie pour devenir étudiante à temps plein, puis de réussir, puis une fois que tu as ton papier, nobody gives a shit, là. C'est fou, hein? C'est décourageant, ça, mais je peux comprendre, c'est le processus parce que cet été, pas cet été, toute l'année, j'ai travaillé sur un court-métrage qui n'est plus un court-métrage, qui est rendu un long-métrage de 45 minutes. Oui, sur le triathlon. Oui, c'est ça, sur un défi sportif. Puis, tu sais, on travaillait là-dessus un peu, comme on va dire, dans le silence, là. Puis, tu sais, chaque jour, chaque semaine, on en parlait. Puis là, on l'a fini. Ça a été comme extrêmement beaucoup de travail, grande fierté. Une fois qu'il est put out there, c'est fou parce que c'est là que tu as la vague d'écoute, d'amour, de ci, de ça, tu sais, qui est super. Mais de notre part, moi, c'est comme le projet est fini, le trip, je l'ai vécu toute l'année. What's next? Même si c'est là que les gens, ils réalisent que ton projet, il existe, puis que finalement, il est hot, puis tout. Ouais. Fait que je peux comprendre. Mais tu sais, la conclusion vraiment de ce qui s'en vient, c'est de se dire, dans le contexte où on est, ce qui compte, c'est est-ce que tu apportes de la valeur? Donc, les diplômes, c'est une chose. Les investissements, c'est une chose. Les titres, les trophées, peu importe, whatever. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à payer pour ce que tu fais? Et comme on quitte la méritocratie présentement, là, c'est fini de j'ai un poste, j'ai une maîtrise, je parle de tel sujet, donc on me donne un poste. Sinon, là, c'est rendu. Est-ce que tu peux être remplacé par la machine? Non, donc tu es capable de prouver ta valeur. Aïe, aïe, hein? Donc, tu sais, exemple, avant, tu as des connaissances. Maintenant, je m'en vais sur mon ordinateur, puis j'ai un résumé de tes connaissances pas mal, qui s'en vient de plus en plus proche d'être une bonne information, avec des sources crédibles que je peux aller valider. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont avoir une certaine perte de sens de tout ce qu'ils ont fait dans le passé. Je compare souvent ça au typographe qui rentrait les lettres dans l'imprimerie pour faire imprimer le journal. Un jour, on lui a dit « Tu vas être remplacé par le numérique ». Bien, même chose aujourd'hui, il y a des gens qui tout leur passé va être remplacé par la machine. Donc, c'est d'être capable de se redéfinir comme quelque chose qui apporte de quoi, puis que les gens sont prêts à payer pour que j'existe encore dans le monde du travail, que je sois capable de payer mon loyer, puis ma bouffe, puis mes enfants. Puis... Bien dit. C'est une bonne conclusion. Ouais. Pierre-Yves McSween, merci de t'être joint à nous, puis bonne continuité. On a hâte de voir si ces livres vont sortir, de continuer à t'écouter. Je vous le dis, là, c'est drôle, c'est la première fois que j'en parle de même, les deux de même. Si ça sort, là, je vais être content. Mais ça se peut que ça sorte pas. Ben, c'est dit.
C'est dit. On n'a hein? pas d'attente. On mais se met pas la pression. On a Pas un de désir. pression. On a un désir. Puis au plaisir de peut-être te recevoir un jour pour une Oui. partie 3. Avec un livre en main. Ah oui, Juste, il y a un livre. il va en avoir un. Oui.